Nous allons continuer aujourd'hui le cycle de conférences que nous avons déjà bien entamé à la fin de l'année dernière. Et ce midi, nous avons le plaisir d'écouter un jeune maître de conférences qui est arrivé à l'université de Perpignan il n'y a pas très longtemps. Donc, Dimitri, qui est au CRESEM et qui est spécialiste de littérature comparée. Alors, quelques mots sur son parcours. Donc, il est licencié en anglais, il est agrégé des lettres modernes et il a été lauréat du prix du XVIIIe siècle en 2013. Justement, un prix pour ses travaux au niveau du master, et il a été boursier aussi du tiers entre 2017 et 2018. Il a consacré sa thèse de doctorat qu'il a soutenue à Paris 3 en 2018 à l'épopée sérieuse et comique dans les classicismes d'Europe septentrionale, avec des auteurs comme Boileau, Voltaire, Pope, Holbert, etc. Et ses recherches portent sur 4 axes. D'abord sur la poésie, épique, pastorale et lyrique, baroque et classique de la première modernité en Europe centrale, dont il est quand même un spécialiste parce qu'il a déjà organisé quelques activités ici à Perpignan, donc de l'Europe centrale, dans des pays comme la Pologne, les pays tchèques, l'Autriche ou les pays balkans. Le deuxième axe porte sur la poétique qui l'accompagne, et notamment les métamorphoses de la poétique aristotelienne à l'époque moderne. Le troisième, quant à lui, il porte sur la théorie esthétique des philosophes empiristes des Lumières. Et le quatrième axe qui porte sur l'histoire du classicisme littéraire comme mouvement pan-européen. Donc aujourd'hui, on est tous un tout petit peu pris parce que justement, lui avec Étienne qui est là presque au fond de la salle, ils ont organisé une journée avec la responsable éditoriale de Conversation. Et donc, comme vous le savez, ce matin, on a eu déjà la première séance qui était consacrée dédiée plutôt aux doctorants. Et cet après-midi, on vous attend donc à la salle bleue de la bibliothèque à partir de 14h15, justement pour faire connaître des conversations. Je flotte encore, hein, si tu veux. C'est chiant ce point. On remercie vraiment. Je sais pas si c'est, je vais déjà aller voir l'ORL la semaine prochaine, mais l'autologue, je l'ai déplacé parce que je pouvais pas. Je savais pas que j'allais avoir le congé. Je l'ai déplacé. Ça me renvoie à des permis. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de, j'ai pris un rendez-vous chez un ophtalmo aussi. Oui, les oreilles, oui, j'ai pris ORL et otologue. Alors la semaine prochaine, j'irai chez. C'est qui parle, Christophe? Ah voilà, ça y est. Donc il va nous parler de l'Europe centrale, et il va essayer de cerner l'Europe centrale par ses littératures. Et j'aimerais aussi, puisque c'est un collègue, on va dire relativement proche, parce qu'on appartient au même laboratoire, mais à des axes différents, il a introduit aussi en septembre de l'année dernière le colloque sur visa pour l'image, etc. Et donc moi qui suis déjà très vieille et que j'ai l'habitude d'écouter les collègues qui présentent les programmes, il a présenté ce programme-là comme si c'était une poésie, et c'était un vrai plaisir de l'écouter. Donc je pense qu'aujourd'hui aussi ça va être aussi un vrai plaisir d'écouter et de connaître, en tout cas dans mon cas, un tout petit peu plus la littérature de l'Europe centrale. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. La barre est haute maintenant. Donc, voilà. Est-ce que je ne peux pas faire disparaître cette barre en haut? Je ne pense pas que ce soit très grave, mais c'est là que vont s'afficher le nom des écrivains. Donc, ah voilà, impeccable. Merci beaucoup. Donc, Mesdames les vice-présidentes, chers collègues, chers
chers étudiants, mesdames, messieurs. La communication que je vais présenter aujourd'hui porte sur une présentation de, disons, mon chronotope, l'objet culturel, historique et spatial que j'étudie dans le cadre de mes recherches comme maître de conférence en littérature comparée au sein du laboratoire CRESEM de l'UPVD que j'ai eu le très grand plaisir d'intégrer à la rentrée de septembre 2021. Donc effectivement, je suis nouvellement arrivé dans l'établissement. Et je me suis posé la question de savoir à quoi ce que pouvait apporter un spécialiste des littératures de l'Europe centrale à une université qui se situe dans le sud-ouest du continent européen. Et il y a un peu plus d'1 an, une guerre a éclaté en Ukraine et a rendu extrêmement palpable l'intérêt d'avoir un spécialiste des cultures centre-européennes à peu près partout, puisque mes collègues à la Société française d'études polonaises, puisque je suis avant tout polonisant, mais dans toutes les sociétés d'études slaves de France et d'Europe, ont été plus sollicités depuis 1 an que jamais par les institutions, par les médias et par leurs établissements et leurs collègues. Donc, ma communication ne va pas porter directement sur ce triste conflit dont nous entendons tant parler par ailleurs, aussi par honnêteté scientifique, parce que la littérature ukrainienne n'est pour le coup pas vraiment ma spécialité, j'en toucherai peut-être quelques mots, mais il s'agit pour moi de présenter l'Europe centrale comme un objet culturel, historique, géographique, problématisé, et de présenter la façon dont nous pouvons aborder cet objet comme spécialiste de littérature, d'histoire des textes, d'histoire culturelle, à l'aide de quels concepts nous le faisons et quels enjeux cela a dans la construction à la fois des études littéraires, de la littérature comparée au premier chef, au XXIe siècle, et de l'identité collective européenne qui connaît, à marche forcée, une période de redéfinition assez radicale depuis l'intégration des pays ex-communistes à partir de 2004, mais aussi, surtout, évidemment, depuis février de l'an dernier. Donc, pourquoi est-ce que... Excusez-moi. Je vais partir. Tac. Voilà. Je vais partir puisque cette conférence se fait en lien avec la journée que Étienne Rouziès, notre responsable sciences ouvertes, et moi-même, comme référent enseignant-chercheur, avons organisé autour du partenariat que l'UPVD a noué depuis octobre dernier avec le médium en ligne The Conversation. Si vous voulez en savoir plus, en entendre parler à partir de 14h15 en salle bleue à la BU, nous, avec Étienne, nous serons là et avec, en distanciel à cause des mouvements sociaux, une membre de la rédaction de The Conversation pour entendre parler de ce médium et de ses enjeux, donc je ne développe pas. Mais comme je fais cette conférence aussi en lien avec cette démarche, je vais partir d'un article que j'ai publié en 2018. Dans The Conversation, donc un médium de vulgarisation où nous essayons d'appliquer nos savoirs académiques et nos compétences à des questions d'actualité. Et en 2018, pour le début de l'été, est sorti un film de Xavier Jans avec notamment Monsieur Poulpe et d'autres acteurs du cinéma populaire français, un film qui s'intitulait Budapest. Et ce film raconte l'histoire de 2 entrepreneurs qui, ayant plus ou moins raté leur carrière à la Défense, décident de monter une boîte d'EVG, enterrement de vie de garçons, les fameux stag parties du monde anglo-saxon, donc nuit débridée, dernière nuit de liberté, etc. Et ils décident de concentrer les activités de cette petite entreprise à Budapest, dans la capitale hongroise. Le film, avant même sa sortie en salle, a été extrêmement mal reçu par la presse hongroise et évidemment par le gouvernement de Orbán Viktor, le Premier ministre hongrois, conservateur chrétien, parce que
apparemment, le nom de Budapest était devenu le signifiant, en Europe de l'Ouest, d'une espèce d'outre-monde débridé, où les femmes sont toujours dénudées et splendides, où l'on s'enivre, où l'on conduit de vieux tanks, où l'on tire à la Kalachnikov sur des barils de pétrole dans des friches industrielles, avant de revenir en Europe de l'Ouest pour gagner de l'argent, se marier et être sérieux. Et j'interrogeais dans l'article qui est là, qui est toujours en ligne, puisque l'accès est pérenne. Je n'avais pas encore soutenu ma thèse parce que c'était à l'été 2018 et que je l'ai soutenue en novembre 2018, donc je suis encore doctorant dans la marge de l'article. J'interrogeais dans cet article ce que j'ai appelé un vide représentationnel. C'est-à-dire, l'Europe, pour nous, ce sont soit la fête, les filles de l'Est, l'alcool pas cher, la bière moins chère que l'eau à Prague, ce genre de choses, véhiculé par le film de Xavier Gens, véhiculé par le commerce des enterrements de vie de garçons ou des vies de jeunes filles, qui est une réalité sociologique, qui nous vient essentiellement du monde anglo-saxon, du Royaume-Uni, et de l'autre, la très grande inquiétude que font naître dans les démocraties libérales d'Europe occidentale, qui portent la construction européenne depuis le début, les démocraties illibérales qui se construisent autour, en particulier, des gouvernements des premiers ministres Orbán Viktor en Hongrie et Tadeusz Morawiecki en Pologne. Et 2018 était en particulier l'année d'une réforme extrêmement contestée de la justice en Pologne et de lois mémorielles extrêmement radicales et teintées de germanophobie à propos de la mémoire des camps. Donc ce ne sont pas de petits enjeux. Et entre les deux, cette idée que l'Europe de l'Est, on va revenir sur la question terminologique dans un instant, mais que l'Est, en tout cas de l'Europe, est soit la terre d'un illibéralisme dangereux pour les valeurs globalistes, mondialistes, cosmopolites, qui sont en gros celles de la construction européenne, et de l'autre, une espèce d'outre-monde post-communiste avec des monnaies dévaluées, qui est le lieu d'un hédonisme fêtard et qui témoigne d'un machisme d'un autre âge, il n'y a rien. Il y a des choses pour les slavistes, pour les comparatistes, pour les gens comme moi qui faisons profession, pour des raisons, mon patronyme me trahit de toute façon, pour des raisons plus ou moins personnelles ou pour des raisons de pure curiosité, à s'intéresser à la région, à entretenir avec elle des liens. Mais de manière générale, mis à part les ex-pays communistes, mis à part ces territoires étranges qui constituaient le Lebensraum des nazis pendant la montée vers la Seconde Guerre mondiale, etc., l'Europe centrale n'est pas grand-chose dans nos représentations culturelles. Et le fait de la présenter, d'essayer de la cerner, non pas évidemment militairement, parce que je me suis rendu compte, sans doute que inconsciemment j'ai donné ces connotations un peu stratégiques à ce titre, mais de la cerner au contraire de manière fine, par des lectures, par sa littérature, par le temps long du déchiffrement et de l'analyse des textes, je pourrais contribuer, depuis ma position d'universitaire, à combler dans la société en général ce vide représentationnel. Voilà. Donc ça, c'est l'enjeu. Je reviendrai sur le Dracula du titre de l'article tout à l'heure. Alors, très rapidement, je remets en situation l'Europe centrale. L'Europe centrale, où commence-t-elle? Où finit-elle? C'est fort compliqué. On est très vite au centre, on est très vite au milieu de l'Europe centrale. L'Europe de l'Ouest, ce sont les îles britanniques, c'est le Benelux, c'est la France, c'est la péninsule ibérique, et la Suisse est-elle en Europe centrale? L'Allemagne est-elle en Europe centrale? En Allemagne, la Saxe est-elle en Europe centrale, mais la Frise en fait-elle partie? Qu'est-ce qu'on fait du Danemark, qui n'est pas totalement en Scandinavie, et qui est tout à fait près de la Pologne, etc., etc. À l'Est, jusqu'où ça va, ces États qu'on apprend tous en terminale que ce sont des États tampons qui ont été créés pour maintenir à distance l'ours soviétique, qui sont de formation à la fois extrêmement récente et qui, d'un autre côté, ont des langues et des histoires pluriséculaires, qui sont simplement méconnues à l'Ouest. Sont-ils à l'Est? Sont-ils dans la zone d'influence russe? Font-ils partie de l'Europe centrale? Que sont ces confins? Que faisons-nous des Balkans? Est-ce que nous allons jusqu'en Macédoine où l'on parle une langue slave? Ou est-ce que nous allons jusqu'en Grèce? Etc. Il n'y a pas de réponse. Ce sera une non-réponse. Alors, nous ne parlons plus d'Europe de l'Est. Nous parlons d'Europe médiane dans les études sur la région, parce que ça traduit mieux le terme germanique, Mitteleuropa, l'Europe du milieu, littéralement,
qui correspond au moins à un discours et à une partie de la construction de l'identité régionale, à la fois en Allemagne et dans l'Empire des Habsbourg. Nous parlons aussi, c'est le terme choisi par Natalia Alexiun et ses collaborateurs dans un très gros ouvrage de référence sur l'histoire de la région, nous parlons aussi d'Europe du centre-est, pour mettre à peu près tout le monde d'accord. Et j'emploierai indifféremment ces deux termes. Voilà. Mais nous ne parlons plus d'Europe de l'Est, aussi parce que le terme est ancré dans des clichés, est quelque peu périmé du point de vue idéologique. Alors, ces lectures et cette présentation de la région, je vais les introduire accompagnés d'un certain nombre de concepts structurants dans la discipline, de concepts structurants de la discipline comparatiste. Donc la littérature comparée, très rapidement, c'est la 10e section du CNU pour les collègues qui se posent la question, c'est une discipline qui étudie la littérature, non pas en fonction de la cohérence linguistique du corpus, littérature hispanophone, littérature française, littérature anglophone, etc. Et ensuite sur des restrictions géographiques, c'est au contraire une approche de la littérature qui construit ses corpus sur des critères transversaux, sans s'arrêter aux frontières linguistiques. C'est une discipline, par définition, polyglotte. Voilà. Et dans le cadre de cette discipline, qui commence alors en France, Etiamble a été l'un des grands promoteurs de la discipline. Elle commence d'une certaine façon avec les frères von Humboldt dans l'Allemagne romantique. Je ne vais pas faire son historique, mais en tout cas, un des premiers concepts, un des premiers champs d'études qui ont existé, c'est l'imagologie. Ce que nous appelons l'imagologie, c'est simplement l'étude de l'image de l'autre, l'étude de la représentation de l'étranger. Comment un romancier français, comme Dumas par exemple, va-t-il représenter la Sibérie et ses habitants? Ce genre de questions. C'est un travail qui se situe à la frontière disciplinaire entre la philologie, l'étude des textes, et l'ethnographie ou l'anthropologie. Les critiques que l'on a fait, en particulier depuis la grande révolution conceptuelle de la postmodernité, à l'imagologie, c'est de participer à une fétichisation de l'altérité et de figer les représentations de l'autre dans une série de, sinon de clichés, du moins de sèmes un peu réutilisables et un peu passe-partout, dont le film de Xavier Jans que je citais tout à l'heure serait un excellent exemple à l'époque contemporaine. En quoi, du coup, consisteraient les sèmes qu'on isole, les traits peut-être justes, peut-être un peu caricaturaux aussi, qui nous servent à construire à l'Ouest notre vision de l'Europe centrale? Alors, le premier exemple n'est pas un auteur centre-européen, c'est un auteur que je pense est bien connu, c'est Bram Stoker, l'auteur de Dracula, qui est, je vais dire du mal de Bram Stoker et de Dracula et de Jonathan Harker. Mais c'est un roman merveilleux, c'est un roman formidable, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas lu à le lire. Mais, donc vous connaissez tous l'histoire de Dracula. Un jeune avocat britannique qui s'appelle Jonathan Harker part en Transylvanie pour rencontrer le comte Dracula qui souhaite acheter un domaine en Angleterre. Il va finaliser les formalités. Le plan de Dracula, qui est donc un vampire, est de s'installer en Angleterre pour y créer une armée de morts-vivants et conquérir ainsi, en s'appuyant sur la puissance économique, industrielle et politique de la première puissance mondiale de l'époque, l'Empire britannique, l'Empire de la reine Victoria, submerger le monde sous la marée des morts-vivants. La Transylvanie, ces montagnes boisées et mystérieuses, peuplées de pecnos superstitieux, devient le paradigme d'un danger de l'intérieur, d'une autre Europe, qui n'est plus vraiment l'Europe. Et c'est exactement de ça que témoigne le deuxième chapitre du livre, qui est numéroté 1 parce qu'il y a avant une espèce de préambule qui est un cauchemar que fait Jonathan Harker dans une auberge. Le chapitre 1, c'est le journal de Jonathan Harker. Je vous en lis quelques extraits, puisqu'on cerne par les textes. Bistritz, 3 mai. Quitté Munich à 8 heures du soir, le 1er mai. Arrivé à Vienne de bonne heure le lendemain matin. Nous aurions dû y être à 6h46, mais le train avait 1 heure de retard. À en juger d'après ce que j'ai pu apercevoir du wagon, d'après les quelques rues où je me suis promené, une fois débarqué, Budapest est une très belle ville.
Mais je craignais de trop m'éloigner de la gare. Malgré ce retard, nous devions repartir comme prévu. Jonathan Harker est l'équivalent victorien du jeune cadre dynamique. Il aime que les trains arrivent à l'heure, il aime que les choses se fassent dans les règles. C'est l'homme victorien par excellence. Les trains arrivent en retard. Les trains vont d'ailleurs, à mesure qu'ils s'approchent de la Roumanie, arriver de plus en plus en retard. Je déjeunais en hâte, car le train partait quelques minutes avant 8 heures. Ou plus exactement, il aurait dû partir quelques minutes avant 8 heures. Mais lorsqu'après une véritable course, j'arrivais à la gare à 7h30, j'attendis plus d'1 heure dans le compartiment où je m'étais installé avant que le train ne démarrât. Il me semble que plus on va vers l'est, plus les trains ont du retard. Qu'est-ce que ça doit être en Chine? Voilà. L'attitude de Jonathan, je pense que nous pouvons en convenir tous, est coloniale. L'Europe de l'Est, j'emploie à dessein le terme chargé, caricatural, l'Europe de l'Est, c'est la partie de l'Europe qu'on colonise de l'intérieur. C'est celle qui doit systématiquement se mettre à niveau. C'est celle qui n'a pas d'industrie. C'est celle qui est en retard. Et c'est exactement ce que révèle Jonathan Harker, qui passe aussi, qui vous explique qu'il s'est documenté. C'est un victorien, il part en exploration préparée. À Londres, quelques moments de loisir m'avaient permis d'aller au British Museum, à la bibliothèque. J'avais consulté des cartes de géographie et des livres traitant de la Transylvanie. Il me paraissait intéressant de connaître certaines choses du pays puisque j'aurais affaire avec un gentilhomme de là-bas. Je m'en rendis compte, la région dont il parlait dans ses lettres était située à l'est du pays, etc. Et vous avez toute une page, un peu à la Jules Verne, dans ce style extrêmement didactique des écrivains du XIXe siècle, où Bram Stoker relaie une ethnographie, une liste des ethnies qui sont présentes en Transylvanie et dans toutes ces régions qui se partagent entre, à l'époque, la principauté de Serbie, le royaume de Roumanie et l'empire, ce qui reste, mais qui est encore une belle partie, de l'empire des Habsbourg. Voilà. Mais ce faisant, en jetant ce regard ethnographique, qui est aussi le regard du colon britannique, qui n'est pas très éloigné du regard que nous voyons dans tous les grands romans coloniaux de l'époque, soit Tarzan ou le petit Lord Fauntleroy, Jonathan vous exprime très clairement qu'il sort de son monde et qu'il arrive ailleurs. Budapest, certes, est une très belle ville, mais il n'a pas le temps de faire du tourisme, même si les trains sont en retard. J'eus l'impression très nette de quitter l'Occident pour entrer dans le monde oriental. Ce regard de Jonathan Harker, on peut dire, oui, cette attitude coloniale, cette attitude sûre de soi, incapable du moindre décentrement, même si Jonathan Harker va justement être décentré au point de croire sombrer dans la folie pendant son séjour au château Dracula, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose que les Centre-Européens ne prennent pas à leur compte. On va voir. En tout cas, ce que fait Bram Stoker est typique de ce que la critique a appelé la Ruritanie. Ruritania, qui évoque, bon, alors c'est composé sur rus, ruris, la campagne en latin, évidemment, le rural, le pays des ploucs, le pays des pecnos. Je reviendrai sur ces deux termes, c'est fait exprès. C'est cette Europe centrale, bucolique, sur laquelle on peut jeter, depuis la sécurité industrielle de l'Ouest, un regard un peu condescendant. C'est le nom d'une principauté, une espèce de Liechtenstein de fiction, qui a été proposé par l'écrivain britannique, victorien, lui aussi, Anthony Hope. C'est un roman d'aventure, etc. La Ruritanie, c'est quelque chose qu'on connaît très bien aux États-Unis. C'est quelque chose, c'est le genre de pays où vont se passer toute une série de films de Noël où un prince dans une principauté lointaine doit épouser une coiffeuse de New York, ou dans le Princess Bride avec Anne Hathaway, etc. C'est ce lieu des valses de Vienne et des jolis coteaux le long d'un pseudo-Danube. C'est aussi, dans des références plus françaises et plus anciennes, la style David Hergé, des espèces de Balkans de carnaval, auxquels Hergé consacre 3 pleines pages dans l'album de pseudo-brochures ethnographiques. Et le discours ethnographique, comme cela a été extrêmement bien montré par tous les critiques des coloniaux, est une stratégie de domination par le discours, parce que c'est une stratégie de fétichisation et d'essentialisation de l'altérité dont on était. Donc cela,
si vous voulez, l'imagologie de l'Europe médiane à l'ouest, elle passe beaucoup par le complexe ruritanien. Comment compterons-nous avec notre connaissance des langues, notre connaissance des cultures, notre connaissance de l'histoire, notre regard critique? Nous compterons par une démarche qui se développe intensément depuis le début de ce siècle, qu'on appelle les études aréales. La démarche des études aréales consiste à étudier des aires culturelles, dont on redéfinit les frontières à la fois externes, c'est-à-dire les limites avec ce qui n'est plus elle, et les limites internes, c'est-à-dire toutes les lignes, que ce soit linguistiquement des lignes d'isoglosse, que ce soit culturellement des lignes lexicales, des lignes culturelles, etc. Mais au lieu de fétichiser, comme ça a pu être le cas dans la philologie romantique, la tradition polonaise, la tradition allemande, où l'idée de la nation s'incarne dans une langue et se distingue par une destinée manifeste, différente pour chacun, certes, mais essentielle et transcendante, nous étudions systématiquement, désormais, l'Europe centrale en termes comparatistes. Parce que les vestiges des grands empires, alors ces empires, bon, c'est l'empire de Charlemagne à l'origine, c'est ensuite l'empire des Habsbourg, c'est aussi l'immense république nobiliaire de Pologne, le plus grand État d'Europe à la Renaissance, qui lui aussi a mené des politiques coloniales sur la côte balte, vers l'Ukraine, jusque vers la Crimée, etc. Ces circulations, ces superpositions, ces chevauchements rendent la région extrêmement difficile à isoler en cellules nationales. Malgré le rêve de 1848 et de tous les mouvements indépendantistes du XIXe siècle, le rêve de l'État-nation, qui s'est développé dans tous les cercles patriotiques, de gauche comme de droite, dans tous les peuples slaves et aussi non slaves, les Roumains, les Hongrois, les Albanais, etc., au XIXe siècle, malgré tout cela, c'est un modèle qui résiste en fait à notre capacité d'analyse, qui lui présente obstacle et dont il faut changer. Pour cela, nous pouvons être aidés par Milan Kundera. Milan Kundera est un écrivain qui n'a pas vraiment besoin de présenter, qui est l'un des écrivains tchèques et français, puisqu'il a obtenu la nationalité française il y a déjà un bon moment, qu'il a vécu en France depuis qu'il a quitté la Tchécoslovaquie communiste, qu'il s'est défini comme un écrivain français et a publié une bonne partie de son œuvre, de la deuxième moitié de sa vie, directement en français, même s'il vient de renvoyer l'été dernier l'ensemble de ses archives personnelles dans la ville de Brno, la capitale de la Moravie, à l'est de l'actuelle Tchéquie. Bon. Voilà, donc Milan Kundera est l'auteur de L'art du roman, hein, qui est un ensemble d'essais qui résume sa pensée du roman, le roman étant pour lui à la fois l'instrument essentiel du processus de civilisation et l'un des attributs absolument distinctifs de l'exceptionnalité de la culture européenne. La sixième partie de ce texte s'appelle 77 mots et constitue une sorte de dictionnaire amoureux dont le genre s'est largement banalisé depuis quelques décennies. Et là-dedans, Milan Kundera propose une définition de l'Europe centrale. XVIIe siècle, l'immense force du baroque impose à cette région multinationale et partant polycentrique, aux frontières mouvantes et indéfinissables, une certaine unité culturelle. L'ombre attardée du catholicisme baroque se prolonge au XVIIIe siècle. Aucun Voltaire, aucun Fielding. Dans la hiérarchie des arts, c'est la musique qui occupe la première place, etc. Donc, Milan Kundera valide deux choses. Il valide l'idée d'une approche aréale. La région est polycentrique, elle est multiculturelle, les frontières en sont mouvantes à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous pouvons partir de là pour construire une approche comparatiste et généraliste de la région. Mais il valide une deuxième chose, cette idée ruritanienne du retard. L'Europe centrale est en retard. Et cette idée du retard va faire partie de la construction culturelle de l'Europe centrale elle-même, de l'intérieur. C'est un phénomène assez fascinant. Pour Kundera, l'art qui domine, c'est la musique. Bon, je ne commande pas la mélomanie de Kundera qui est bien connue, et il est assez incontestable que la musique représente une
des formes d'art dans lesquelles l'Europe centrale a excellé et a imposé les standards de la musique qu'on appelle aujourd'hui classique. Il est vrai aussi que ce retard existe. La même année où Diderot et d'Alembert publient le premier volume de l'encyclopédie, paraît dans une ville qui s'appelle à l'époque Lwów, en polonais, c'est-à-dire l'actuel Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, 70 km de Przemyśl, en Pologne, paraît une encyclopédie assez étrange qui s'appelle Nowe Ateny, la Nouvelle Athènes, qui est due à un prêtre catholique qui s'appelle Benedykt Chmielowski. Et cette encyclopédie n'est quasiment en rien, même si je pense que si, mais c'est trop pointu pour la conférence du jour, différente quasiment en rien des grands compendia de Mirabilia d'Athanasius Kircher ou d'autres encyclopédistes baroques. C'est une encyclopédie tératologique, c'est une encyclopédie qui est listée sous des catégories sauvages, comme dirait Umberto Eco. C'est une encyclopédie qui n'a rien du systématisme scientifique, de la démarche alphabétique, de l'entreprise de rationalisation, de l'empirisme post-classique français que mettent en œuvre Diderot et d'Alembert. C'est une encyclopédie qui a tous des attributs des grandes histoires naturelles du baroque, inspirées de l'histoire de Pline et des grands compendia de l'Antiquité. Ce décalage existe. Cette ombre attardée du catholicisme baroque, elle se voit dans le fait qu'il n'y a quasiment, sauf en Pologne, pas de classicisme centre-européen, et que l'on passe du baroque au romantisme au gré des révolutions, en Serbie, dans les pays tchèques, etc. Donc la définition de Kundera est loin d'être fausse. Elle n'est pas totalement vraie non plus. Il y a, peut-être pas des Voltaire et des Fielding au niveau de la qualité littéraire, mais il y a des romanciers du Bildungsroman dans la Pologne, dans la Slovaquie du milieu du XVIIIe siècle. Il y a dans les pays des Balkans des éclaireurs comme Desitej Obradović, le premier autobiographe de la langue serbe et le premier à avoir écrit dans la langue vulgaire de la prose. Voilà. Cette définition, il faut la nuancer, mais en gros, elle nous donne une ligne directrice. Et cette idée du retard, elle nous montre que cette idée du retard fait partie de l'identité centre-européenne telle qu'elle se regarde elle-même. Et c'est là que nous rejoignons la notion proposée par l'historien de la Renaissance Stephen Greenblatt de self-fashioning. C'est pas quelque chose qui se traduit facilement, c'est pour ça que je vais le laisser en anglais. Self-fashioning, le fait de se former soi-même, de se mettre à la mode, puisque fashion c'est la mode, mais aussi d'adapter des usages, une sorte de progrès moral, quelque chose qui participe en fait au processus de civilisation tel qu'il a pu être décrit par l'auteur de la civilisation des mœurs. Norbert Elias, merci Alain. Voilà. Le self-fashioning, c'est le fait que l'homme de la Renaissance se lave et s'habille bien. C'est le fait qu'il lise les manuels de bonne manière, comme le courtisan. C'est le fait qu'il s'améliore. Il y a aussi des self-fashioning collectifs qui passent à la fois par une démarche individuelle et par une démarche de la communauté politique en Europe centrale. Et cette démarche, elle va être dominée par cette idée du retard. Et cela, on le voit très bien dans ce que Xavier Galmiche, qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps le professeur de littérature tchèque de la Sorbonne, qui est maintenant émérite, ce que Xavier Galmiche appelle la tradition abdéritaine et la maladresse des épigones. Qu'est-ce que la tradition abdéritaine? Les Abdères, c'est une ville de la Thrace antique. Les Abdères, c'est un peu ce que Bayeux est à Bouvard et Pécuchet dans le roman de Flaubert. C'est cette ville un peu arriérée, cette ville où on fait semblant d'avoir du goût, mais où on n'en a pas. Cette ville où les nouvelles arrivent en retard et quand elles arrivent à temps, on les comprend mal. C'est cette ville où, alors qu'on s'est procuré une charmante miniature de 30 cm de haut d'une Vénus callipyge, on la place en haut d'une colonne de 50 mètres pour la faire admirer à tous les voyageurs qui passent par la ville. Tout cela est raconté dans un roman de l'humoriste allemand des Lumières, Christoph Martin Wieland, dans Geschichte der Abderiten, ou simplement Abderiten, les Abderitains. Un roman
de 1774, qui est une satire à peine dissimulée, et même carrément avouée et revendiquée dans certains passages, du provincialisme des petits États allemands. Xavier Galmiche voit là-dedans un paradigme de l'attitude de l'Europe du centre-est vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de l'Ouest. Son étude est longue et dense, l'attitude change en fonction de si nous sommes avant ou après 1848, le printemps des peuples, si on est dans le Fort Merz, ou après, peu importe. L'idée, c'est que nous avons ce trait, cette idée en fait d'une arriération qui serait inhérente à la région et qui en influencerait le destin. Alors, des preuves. Par exemple, chez Jaroslav Hašek. Jaroslav Hašek est l'un des meilleurs humoristes tchèques, même s'il y a énormément d'écrivains humoristiques tchèques. C'est un extraordinaire anarchiste, un polygame, un multiple traître. Voilà, c'est un personnage qui a vécu 40 ans et dont la vie est aussi colorée que ses romans. Jaroslav Hašek est le créateur du personnage de Dobry Vojak Švejk, le brave soldat Švejk, qui est ce personnage dont la silhouette est là, dans les caricatures originales qui ont accompagné la publication en feuilleton du roman, et qui est le personnage le plus connu de la culture populaire tchèque, et de manière générale une espèce d'épitomée de l'Europe centrale. Švejk est un escroc, c'est un petit truand pragois qui élève des chiens boiteux et les fait passer pour des chiens de race, et quand il doit vraiment trouver un chien de race, il le vole. Voilà. Et parce que la Première Guerre mondiale va éclater et que l'héritier de l'Empire est mort, souvenons-nous que la Bohême fait bien sûr partie des territoires des Habsbourg, avant la création de la Tchécoslovaquie avec le traité de Versailles en 1918, quand ça éclate, il est recruté dans l'armée. Il vit toute une série de mésaventures et il finit par devenir le tampon, c'est-à-dire l'ordonnance, le domestique militaire, du premier lieutenant Lukács. Le premier lieutenant Lukács est un relativement chouette type, à qui la maladresse et la bêtise heureuse de Švejk vont faire vivre les pires déboires du monde à travers le massacre de la Première Guerre mondiale. Hašek écrit entre 1921 et sa mort ce roman, donc la Première Guerre mondiale est finie, on en connaît le bilan, etc. Voici un rapide portrait du premier lieutenant Lukács, le bel officier que sert le brave soldat Švejk. Le premier lieutenant Lukács était l'archétype de l'officier d'actif de la monarchie austro-hongroise en pleine décrépitude. L'école des cadets avait fait de lui un être amphibie. Il parlait allemand en société, écrivait en allemand, mais lisait des livres en tchèque, et quand il formait les volontaires recrutés pour le service d'un an, tous des Tchèques, il leur disait sur un ton confidentiel « Soyons tchèques, mais surtout que personne ne le sache. Moi aussi, je suis tchèque. » Il considérait la tchéquité comme une sorte de société secrète dont il valait mieux se tenir à bonne distance. Dans l'ombre des empires, les identités régionales existent de manière discrète et presque honteuse. On la cache quasiment comme une maladie. Plus radical encore et plus près de nous, le texte de Mileta Prodanović. Mileta Prodanović est un des écrivains serbes contemporains que je trouve les plus intéressants. C'est aussi un plasticien, un artiste qui enseigne aux Beaux-Arts de Belgrade, dont la démarche est complexe et intéressante. Bon, c'est un Belgradois de naissance. En 1999, l'opération Force alliée de l'OTAN, en réprimande contre le gouvernement serbe, bombarde la ville, ce qui crée un traumatisme extrêmement durable parmi la population civile de Belgrade, dont on sent encore fétichisé ou authentique les conséquences aujourd'hui de manière extrêmement vibrante. Du bombardement de Belgrade, Mileta Prodanović tire en 2000 un récit, pas vraiment un roman, pas vraiment un témoignage, c'est un récit, qui s'intitule Ovo bi bio mogao vas srećan dan. Ça pourrait être votre jour de chance. Et ce récit s'ouvre sur une sorte de prologue, un chapitre introductif qui s'intitule Nous, Européens de l'Est.
Et le passage, enfin, un certain nombre de passages méritent d'être parcourus. Rares sont ceux qui, dans l'Occident éclairé, ont connaissance de cette donnée. En Europe de l'Est, les gens naissent avec une trompe et des cornes. Une petite trompe et de petites cornes. Sur le nouveau-né, on détecte ces excroissances futures à des plis à peine visibles à la base du nez et à deux taches symétriques comme des grains de beauté au-dessus de ses tempes. Ces caractéristiques corporelles inhabituelles ne se manifestent pas avec la même intensité chez tous ceux qui voient le jour, ou pour être plus précis, les néons au plafond de la salle d'accouchement, derrière ce qui fut jadis le rideau de fer. L'horizon essentialisant est donc le post-communisme et pas l'empire des Habsbourg, pour le coup. Bien que les recherches scientifiques sérieuses soient contrariées par de nombreuses circonstances aggravantes, dont il sera question plus tard, on peut dire en gros que chez les peuples les plus proches de cet ancien rempart virtuel de la division idéologique, ces caractéristiques ataviques sont moins développées. Les Vénètes, les Slovènes de Kranjska Gora et de Karantani, les Kostrubes, les Glorianates, une partie des Polonais, les Transflorentiens, les Istriotes et les Dalmates, ont de toutes petites cornes, et même dans le cas d'une intervention tardive, il suffit d'une râpe pour s'en débarrasser durablement. Quant à la trompe, une habile sage-femme leur en enlève l'embryon dès la naissance, en même temps que le cordon ombilical d'un simple coup de scalpel. Chez les Européens, nés dans des pays un peu plus éloignés, peut-être le terme de plus profondément serait-il plus exact, à l'Est, l'ablation de l'embryon de ces inhabituelles excroissances corporelles requiert une opération considérablement plus complexe. Parmi les peuples chez lesquels ce phénomène est le plus répandu, on peut citer les Milongais, les Pomaks, les Serbes, les Sarmates, les Trivaletes, les Bulgares, une partie des Polonais, les gens de Tsrmintna, les Illyriens, les Bosniaques, les habitants des Dardanelles, les Ukrainiens, quelle que soit leur confession, les Russes, les Macédoniens, les Kyrgyzstanais, les Valaques et bien d'autres, qu'ils soient dotés d'un État-nation ou qu'ils luttent encore pour l'obtenir. Etc., etc. Ici, c'est évidemment par le biais de la caricature, de la déshumanisation, que passe la critique des stéréotypes qui sont plaqués par l'Occident libéral sur les pays ex-communistes, les fameux PECOS, comme on disait quand j'étais en cours de géographie en terminale. Il continue, et cette diatribe se poursuit. Après être passé dans le registre de l'imagination, il raconte de manière extrêmement romancée sa rencontre avec Czesław Miłosz, le grand poète polonais qui enseignait la littérature en Californie, qui a eu le prix Nobel de littérature. Et bon, je ne lis pas le passage parce qu'il est fort long, mais en rencontrant le vieux poète, Mileta Prodanowicz se sent guetté, et donc le poète est en train de chercher la cicatrice de la trompe et des cornes, parce que, n'est-ce pas, ces gens-là se reconnaissent entre eux. Et quand il voit les cicatrices, mais qu'il voit l'apparence impeccable de notre auteur, Miłosz, ou en tout cas le vieux poète qui a eu le prix Nobel, mais c'est Miłosz, est déçu. Du coup, Prodanowicz se rue dans sa chambre, casse son stylo plume, s'asperge d'encre rouge et descend comme s'il venait de participer à un des massacres de la guerre de Bosnie. Et le visage du vieux poète s'éclaire. C'est ça notre vide représentationnel. C'est que dès que nous passons à l'ouest, nous ne voyons plus la complexité de la région. Nous ne comprenons plus les civils sous les bombes de l'OTAN. Nous ne voyons que Milošević et le boucher des Balkans. Voilà. Il explique enfin que ces étranges conformités anatomiques ont donné lieu à de très nombreuses études sérieuses qui ont toutes été perdues pendant la Révolution de 17. C'est fort dommage. Mais un anthropologue anglais, dans lequel il est difficile de ne pas voir un avatar de Jonathan Harker tout à l'heure. Un anthropologue anglais, M.L. Davering, émet l'hypothèse que ces troubles biologiquement déterminés, les cornes, la trompe et leurs conséquences psychiques, influent dans une large mesure sur la propension générale des Européens de l'Est à se soumettre facilement à l'autorité et à supporter flegmatiquement des tyrans de toutes sortes. L'Europe de l'Est est ainsi essentialisée comme la terre des dictatures. Il s'agit évidemment chez Prodanowicz d'une caricature à charge, qui n'est teintée par ailleurs d'aucun anti-européanisme, d'un euroscepticisme vis-à-vis de la construction libérale de l'Europe, de Bruxelles, de Strasbourg et de Schengen, sans aucun doute. Mais Prodanowicz est aussi un artiste cosmopolite qui traduit ses textes, qui essaye de faire sortir son œuvre
des frontières de la Serbie, où il se heurte à un illibéralisme et à une droitisation de la société qui dépasse les frontières du démocratiquement acceptable. Il participe à un projet pan-européen qui s'intitule Love Difference. On ne peut pas soupçonner Mileta Prodanović d'être un anti-cosmopolite. On ne peut pas le voir comme un suppôt de la corruption de la mafia serbe ou un analogue des artistes de pouvoir qui évoluent dans la Pologne de Morawiecki ou dans la Hongrie de Orbán. Cependant, il s'autorise et il revendique avec toute la force de l'imagination et de la caricature la possibilité pour l'Europe de l'Est d'avoir quelque chose à dire sur la façon dont se construit l'Europe tout court. Milan Kundera pose la même revendication au niveau de la critique littéraire. Parce qu'après avoir posé la différence de l'Europe centrale, il consacre un deuxième article avec une deuxième vedette à l'Europe centrale et l'Europe dans leurs relations dynamiques. Dans le texte de la 4e de couverture, nous sommes comme un lecteur qui parcourt une librairie, l'éditeur veut situer Broch, Hermann Broch, dans un contexte très centre-européen. Hofmannsthal, Svevo. Broch proteste. Si l'on veut le comparer à quelqu'un, alors que ce soit à Gide et à Joyce, voulait-il renier par là sa centre-européanité? Non. Il voulait simplement dire que les contextes nationaux, régionaux, ne servent à rien quand il s'agit de saisir le sens et la valeur d'une œuvre. Après avoir posé de fait une différence au niveau de l'histoire culturelle, Kundera revendique la transcendance de certaines valeurs esthétiques et critiques qui doivent, sans réductionnisme déterministe aux circonstances historiques, politiques, économiques, militaires, conjoncturelles d'une région, ne peuvent se prévaloir de l'ensemble de ces circonstances pour, encore une fois, enfermer la région sur elle-même et l'obliger, comme une nouvelle Abdère, à se construire avec des valeurs ersatz qui sont le vague et triste miroir de celles de l'Occident. Au contraire, la mort de Virgile de Broch doit être comparée à Ulysses de James Joyce, et elle le peut. Le comparatisme aréal est ainsi le préliminaire à un comparatisme global, un comparatisme mondial. Et les frontières des études aréales sont créées avant tout pour être dépassées. À quoi aboutit l'ensemble de ces démarches de self-fashioning? Elle aboutit à ce que, toujours Xavier Galmiche dans la même étude, à la suite du critique slovaque Peter Zajec, appelle des anti-mythes. À l'opposé des mythes nationaux qui se construisent pendant tout le romantisme nationaliste post-1848 en Europe centrale, les nouvelles abdères, les autocaricatures revendicatrices qui viennent d'Europe centrale, que ce soit des Schweik, que ce soit des trompes et des cornes, que ce soit des romans à l'antique, tout cela a pour but de démythifier l'histoire nationale, de démythifier l'essence de ces nations revendicatrices et d'affirmer leur existence non pas par le renfermement nationaliste sur elles-mêmes, mais au contraire par la projection vers la légitimité dans le dialogue avec l'Ouest. C'est particulièrement le cas, l'heure tourne mais j'ai presque fini, c'est particulièrement le cas chez 3 auteurs dont je vais parler extrêmement rapidement. Le premier est Karinthe Friedrich, qui est le père de l'autre Karinthe, l'auteur d'EPP, que vous avez, qui est un journaliste, un excellent satiriste hongrois du tournant du siècle. Et il a notamment écrit 2 voyages de Gulliver supplémentaires, le 5e et le 6e. Farémido est le 5e, le héros swiftien, transporté totalement arbitrairement dans la guerre de 14, se retrouve transporté au pays un pays qui s'appelle Farémido, où le langage est musical, comme dans La Lune de Cyrano de Bergerac, et qui est peuplé d'êtres artificiels. Pas des robots, plus que des robots, d'une vie synthétique qui lui donne, comme les Huhn-Hums dans le 4e voyage de Gulliver chez Swift, le dégoût de l'humanité.
Donc c'est un thème totalement d'actualité sur la transhumanité, l'intelligence artificielle, etc. La seule chose que je voudrais lire, c'est très rapidement la petite étiologie qu'il fait des causes de la Première Guerre mondiale, sachant que le roman est publié en hongrois en 1916, donc en plein milieu de la guerre, et au moment où le vieil empereur François-Joseph est mort, et où son fils Charles, le dernier empereur, est couronné en grande pompe à Budapest. Pour qu'on excuse mon apparente inconstante, je dois en appeler au patriotisme ardent et sans limite qui brûle au fond du cœur de tout sujet de sa majesté britannique à la pensée de risquer sa vie et sa fortune pour son pays. C'est Gulliver qui parle, c'est l'ennemi qui parle en pleine guerre mondiale. Durant l'été 1914, la monarchie austro-hongroise a demandé raison au gouvernement serbe pour avoir fait assassiner le prince héritier du trône par des tueurs à gages. Notre patrie bien-aimée, ainsi que la Russie, avait trop le sens chevaleresque pour tolérer qu'un État fort et puissant, tel la monarchie, s'en prenne à un petit peuple faible et impuissant, dépourvu d'une force suffisante pour affronter l'ennemi en un combat ouvert, mais qui, quand il est pris d'une petite envie d'assassinat, est contraint d'attaquer traîtreusement dans le dos. Par conséquent, et pour préserver la paix en Europe, mon pays a déclaré la guerre à l'Allemagne, pays empêcheur de tourner en rond de la civilisation, mettant sans cesse la paix du monde en danger. Mon pays a même fait la paix avec la Russie dans l'espoir que celle-ci ferait appel à son ennemi héréditaire, le Japon, ce qui d'ailleurs fut fait par la suite. Bien entendu, dans ces conditions, tout citoyen anglais ressentit le devoir de défendre sa patrie injustement attaquée par surprise, d'autant plus que, et chacun le savait, nous préparions depuis 10 ans à cette guerre notre superbe armée et notre invincible flotte. Les contradictions innombrables du patriotisme de Gulliver sont les contradictions innombrables, non pas du patriotisme impérial, mais de tous les patriotismes. Et c'est en s'attaquant à l'idée même des blocs et de l'identification nationale que Carinti revendique sa place dans la littérature européenne et mondiale. Il ne s'agit pas d'affirmer la hongarité contre l'occidentalité, il s'agit d'anéantir, au moment où le chaos et les grandes batailles de la Première Guerre mondiale se jouent, d'anéantir l'idée même de la validité de la lutte nationaliste. Ça, c'est l'antimythe national par excellence. J'hésite car l'heure a tourné, il faut que je m'arrête dans 2 minutes. Je voudrais parler très rapidement quand même de ces 2 écrivains qui sont représentés ici. Celui par qui je vais commencer est Patrik Ourženík, qui, comme Kundera, est un autre écrivain franco-tchèque et qui s'exprime dans les 2 langues, qui a publié en tchèque en 2000 ce petit volume qui a eu un extraordinaire succès, Europeana, une brève histoire du XXe siècle. C'est un texte extraordinaire qui commence par la guerre de 14-18, comme Schweik, comme le 5e voyage de Gulliver, etc. C'est un texte qui met en scène alors c'est un texte très, très amusant parce qu'il se présente un peu à la façon baroque comme un manuel d'histoire avec des manchettes dans la marge. Les manchettes sont particulièrement arbitraires. Marche militaire. Les Allemands inventèrent le gaz. Le monde, il s'agit des gaz moutarde, pour le coup, pas des autres. Le monde court à sa perte. Le processus de civilisation. L'Europe corrompue. Les soldats puis tirés par-dessus. Les femmes sont des êtres humains, etc. Sur l'invention du féminisme. Voilà. Voici comment Ourženík décrit le nationalisme. D'autres historiens disaient qu'en réalité, le XXe siècle avait commencé plus tôt lorsqu'avait éclaté la révolution industrielle qui avait bouleversé le monde traditionnel avec l'invention des locomotives et des bateaux à vapeur. Et d'autres encore disaient que le XXe siècle avait commencé quand on avait découvert que l'homme descend du singe, mais certains disaient qu'ils en descendaient moins que d'autres parce qu'ils avaient évolué plus vite. Colonialisme. Et les linguistes comparaient les langues et se demandaient qui avait la langue la plus évoluée et qui était le plus avancé dans le processus de civilisation. Norbert Elias. Généralement, on estimait que c'était les Français parce qu'ils employaient des imparfaits du subjonctif et des conditionnels passés et souriaient suavement aux femmes, et les femmes dansaient le cancan et les peintres inventaient des impressionnisme, et des choses raffinées et modernes se passaient en France. Mais les Allemands disaient qu'une véritable civilisation doit être simple et proche du peuple et qu'ils avaient inventé le romantisme et les poètes allemands composaient des vers d'amour et la brume montait dans les vallées.
Les Allemands disaient que l'incarnation de la civilisation européenne leur incombait parce qu'ils savaient mener la guerre et faire du commerce, mais aussi s'adonner à la franche camaraderie, et que les Français étaient arrogants et les Anglais présomptueux, et que les Slaves n'avaient même pas de langue digne de ce nom, que la langue de l'âme est la nation, mais les Slaves disaient qu'en réalité, ils avaient la plus ancienne langue de toutes et que c'était facile à prouver, etc., etc., etc. C'est une leçon d'histoire composée uniquement de non sequitur et de sophisme, de juxtaposition arbitraire comme un collage absurde de petits faits, de bribes, de souvenirs qui donnent l'impression de lire une très mauvaise copie de première année, dans une langue délibérément déconstruite. C'est vraiment, encore une fois, cette bouvard et pécuchétisation de la littérature centro-européenne que l'on trouve exprimée dans le pastiche swiftien de Carinti comme chez Patrick Orgenik dans cet étrange manuel d'histoire. Le dernier auteur dont je veux juste dire un mot pour terminer ce très rapide panorama sur le rapport à soi de l'Europe centrale à travers sa littérature, vient d'un écrivain qui lui aussi est un contemporain, qui est vivant, qui est estonien. Alors l'Estonie est-elle une banlieue de la Scandinavie, une banlieue septentrionale de l'Europe centrale, une pseudo-Finlande, enfin, nous ne trancherons pas la question, elle est en Europe centrale, j'ai tranché la question. Andrus Kivirak est particulièrement connu pour Les Groseilles de novembre, qui s'intitule Rehepap et November en estonien, ce qui ne veut pas du tout dire Les Groseilles de novembre. Mais il est aussi connu pour L'homme qui savait la langue des serpents, tous livres qui sont traduits aux éditions du Tripode et dont je recommande très très chaleureusement la lecture. Il y a évidemment chez Andrus Kivirak tout ce que nous avons dit. Des antimythes, le sentiment de la marginalité, une incapacité à se construire soi-même, qui se regarde lucidement et qui devient, cette incapacité qui devient en fait une force. À force de ne pas pouvoir se construire soi-même, on va réussir à devenir quelqu'un, d'une certaine façon. Le mythe national est exprimé par un type horrible, le valet Intz. Intz est le valet du baron. Le baron est un Allemand et les Estoniens sont les ploucs, sont les abdéritains. Le terme de plouc, le terme de pekno sont les termes que Xavier Galmiche emploie dans son étude sur les nouvelles abdères pour parler du rapport des Centre-Européens à eux-mêmes. Et donc Intz est le plus haut gradé d'une certaine façon, parce qu'il habille Monseigneur et qu'il parle allemand, est le plus haut gradé de tous ces ploucs. Et il est au contact de la richesse du baron qui vit dans le manoir. Et deux blocs sociaux s'opposent, le second ordre, la noblesse, et le tiers, les paysans estoniens qui vivent dans la gadoue. Mais les Estoniens ont de la magie. Les Estoniens fabriquent ce qu'on appelle des kratin, des espèces de mannequins fabriqués de briques et de brocs, auxquels le diable donne une âme, en échange de la damnation, évidemment, du maître de l'objet, et qui devient une sorte d'esclave de bon à tout faire. Et grâce à ces kratin, les Estoniens volent leur maître. C'est un schéma extrêmement fréquent dans la littérature populaire depuis le Moyen-Âge à la Renaissance. C'est le schéma de Till Eulenspiegel, c'est le schéma picaresque, etc. Et donc ces histoires de manoirs font partie du folklore estonien, constituent une identité. Et le valet Intz, l'horrible, est le porte-parole de ce mythe, justement. Il vole les culottes du baron et en propose à un autre personnage, qui est Hans, peu importe. Ah bon, ce sont tes culottes, Intz? Mais évidemment, et les tiennes aussi, bien sûr. Elles appartiennent à tous les Estoniens, car nous habitons en Estonie, et tout ce qui se trouve ici est à nous. Est-ce que je t'ai déjà parlé de notre ancienne ère de liberté, de nos grands royaumes, et de notre roi Lembitu, qui était en son temps l'homme le plus important et le plus puissant du monde? Il a été tué ignoblement par les ancêtres de notre baron, qui ont établi sur nous leur pouvoir illégitime. Mais cela ne veut pas dire que nous n'avons plus aucun droit dans notre pays. Je suis, en ce qui me concerne, un descendant du roi des Estoniens, Lembitu, et par conséquent, les culottes du baron m'appartiennent. Où le mythe devient un anti-mythe parce qu'il ne sert que la mesquinerie la plus ordinaire d'un peuple qui n'a pas conscience de lui-même, en réalité. À cela va s'opposer le krat,
Kratid est le pluriel, Krat est le singulier. Le Krat que va fabriquer Hans pour des raisons diverses. Au lieu de fabriquer avec un vieux balai, un vieux seau, un vieux pichet, etc., un Krat, il va fabriquer un bonhomme de neige. Parce qu'il veut un beau Krat. Encore une fois, peu importe pourquoi. Ce bonhomme de neige est fait d'une eau qui a circulé par le cycle physique de l'eau dans toutes les régions du monde depuis que le monde est monde. Ce Krat a entendu toutes les histoires du monde. Il raconte des déclarations d'amour vénitiennes, il raconte Roméo et Juliette, il raconte des histoires de chevaliers qui viennent des poèmes des troubadours ou des pastourelles du Moyen-Âge. Il enchante le paysan estonien qui peu à peu devient un paradigme de l'amour de loin, parce que Hans est amoureux de la fille du baron qui évidemment ne le regardera jamais. C'est par la circulation des histoires qui s'opposent en fait au merveilleux natif, au folklore, que Hans, finalement, se civilise. Et il est le seul dans le roman à être vraiment damné et pris par le diable pour avoir fabriqué un Krat. Ça aussi, c'est très centre-européen. Le fait que l'élan vers l'idéal, l'élan poétique, et ça, Milan Kundera l'a parfaitement diagnostiqué lui aussi, cet élan doit toujours retomber et se heurter à la violence du principe de réalité. Parce que l'Europe centrale, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, au temps des partages de la Pologne et des conquêtes impériales, au XIXe siècle, avec l'échec des révolutions de 48, avec les massacres du XXe siècle, et aujourd'hui en Ukraine, l'Europe centrale est peut-être encore et toujours, selon le mot de Milan Kundera, le laboratoire du crépuscule. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que vous avez beaucoup apprécié les voyages littéraires, géographiques et spatials qu'on a fait. Ça marche? J'aimerais un constat, parce que je pense qu'on l'oublie souvent, le rôle des littéraires ou des écrivains en général dans la mémoire et dans l'histoire des différents pays. Parce qu'ils retracent aussi des histoires et parfois des histoires qui ne sont pas, qu'on veut oublier, hein, comme la mémoire historique. Et la question porte sur quelque chose que tu as dit, mais en filigrane. Donc j'imagine que les auteurs de cette partie géographique qui n'est pas une ère linguistique, mais qui est une ère polyglotte, tu l'as dit toi-même, est-ce qu'ils se lisent entre eux? Et s'ils se lisent entre eux, est-ce que ils sont comme toi des polyglottes, ou comme les personnes du siècle d'or espagnol qui avaient dans leur bibliothèque des livres écrits dans plusieurs langues? Donc, mes questions portent autour des langues. Donc, comment ils se lisent? Et une question qui est, quelle est la politique de traduction pour que les autres de l'Europe, bon, t'as cité bien sûr tous les traductions, elles sont en français, quelle est la politique justement à l'intérieur de ces pays pour leur traduction et quelle est la politique des maisons d'édition françaises à l'égard des auteurs. Et une question quand même hier, c'était la journée internationale des femmes ou je sais pas quoi, il n'y a pas d'autrice dans ton récit. Pourquoi? Bon, alors je dois avouer qu'en finalisant le diaporama hier, je me suis dit, il n'y a pas d'autrice. Mince, ça n'est pas paritaire. Nous avons plein d'autrices. Nous avons des romancières, des nouvellistes, énormément de poétesses, parce que la poésie est de manière générale une forme beaucoup plus vivante en Europe centrale qu'en Europe de l'Ouest. Je dis vivante pas forcément parce qu'il y a plus de gens qui en font, je dis vivante parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui en achètent, que ça se publie plus facilement, y compris au format papier, en plaquette, en recueil, etc. Donc oui, il y en a. En 2018, le prix Nobel de littérature a été attribué à quelqu'un qui est très clairement la plus grande romancière polonaise contemporaine, Olga Tokarczuk, pour une sorte de roman-monde, comme dit Tiffaine Samoyo, que je
voilà, auxquels j'aurais pas pu rendre justice dans un survol rapide. Ce dont j'ai parlé, ce sont quand même des opuscules. Hein, ce sont, à l'exception de Schweik, qui est quand même relativement épais, mais qui en fait est un feuilleton qui se lit par épisode, etc. Ce sont des petits textes, ce sont des formes brèves. J'aurais pu construire quelque chose autour du travail de Tokarczuk ou éventuellement de ses nouvelles, mais bon, donc ça, c'est un mea culpa pour les autrices. Il y en a, aucun problème. La deuxième question, sur la polyglossie, les centre-européens, oui, sont polyglottes. Le monolinguisme est une exception en Europe centrale, en particulier entre les populations slaves. Il y a 3 grandes familles slaves, orientales, méridionales, occidentales, et il y a un continuum d'intercompréhension entre ces langues, quasiment complète entre le tchèque et le slovaque, par exemple, entre le serbe, le croate et le monténégrin. Voilà, il y a des passerelles. Le slovène tient une place quasiment exactement intermédiaire entre le tchèque et le serbo-croate. L'ukrainien tient une place assez médiane entre le polonais et le russe, etc. Donc la norme est d'en connaître plusieurs. Alors on a beaucoup parlé à l'Ouest parce qu'on a découvert d'abord que les Ukrainiens avaient une langue à eux, qui est l'ukrainien, qui n'est pas du tout le russe. Alors c'est pas que ça n'a rien à voir parce qu'on est dans un continuum d'intercompréhension, mais qui n'est pas le russe. Donc je pense que beaucoup de monde en France, par exemple, ont découvert l'existence de la langue ukrainienne, mais on s'est aussi beaucoup dit, mais alors, ils continuent à parler russe, ils continuent à lire en russe, c'est la langue des méchants, en gros. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'abord, l'Ukraine, comme la Pologne, etc., un peu moins la Tchéquie, la Slovaquie, mais Ukraine, Biélorussie, Pologne et Tabal, ce sont des pousse-pousse extraordinaires qui, depuis le Moyen-Âge, n'ont jamais cessé de voir leurs frontières se déplacer de manière extrêmement significative. Donc ces superpositions linguistiques, l'espèce de tuilage de frontières mouvantes permanentes dont parle Milan Kundera, a fait qu'on est polyglotte et que renoncer au russe, certes, bien sûr, ça peut être, pour un certain nombre d'Ukrainiens aujourd'hui, une démarche idéologique, mais ça n'a rien d'évident, parce que c'est aussi une langue de vie, c'est la langue toujours plus ou moins d'une partie de la famille du moment que vous êtes en gros dans la moitié orientale de l'Ukraine, de même que le polonais est toujours la langue au moins d'une partie de la famille quand vous vivez dans la partie occidentale de l'Ukraine. Et que, avec tous les Ukrainiens qu'on a accueillis, j'étais beaucoup plus à l'aise avec les personnes qui étaient aussi polonophones qu'avec les personnes qui sont aussi russophones, puisque je lis à peu près le russe mais je ne le parle pas. Donc on se lit, oui, on parle, on échange, on vit dans plusieurs langues. Hein, et on se lit aussi quand on est écrivain, etc. Le hongrois, le roumain, après, sont isolés, parce que le hongrois est une langue finno-ougrienne qui est toute seule de son groupe, qui est extrêmement différente des autres. Le roumain, bon, évidemment, l'italien est aussi une langue centre-européenne, parce que y a Trieste, il y a Venise, etc. Il y a la côte illyrienne. Il reste des minorités italianophones en Croatie, etc. Bon, les langues romanes aussi, c'est plus compliqué. Mais il y a un nombre non négligeable de Tchèques, d'Autrichiens, puisqu'évidemment l'allemand est là aussi, madiarophones. Enfin, voilà. Donc, on se lit dans ces différentes langues. Les langues baltes sont, mais bon, je n'ai pas d'appui statistique à te donner, sont plus isolées, pour le coup. Et alors, la question éditoriale. Alors, il y a de la part non seulement des maisons d'édition, mais aussi des organismes gouvernementaux, donc instituts culturels, ministères, etc., des politiques d'aide au financement de la traduction très importantes qui viennent d'Europe centrale vers l'Ouest. À l'Ouest, les maisons d'édition qui publient ces auteurs, sauf quand évidemment quelqu'un accède à une très grande notoriété, comme ça a pu être le cas avec Olga Tokarczuk, les maisons d'édition qui publient sont essentiellement des maisons indépendantes. Alors, pour la littérature polonaise et d'Europe du centre-est en général, on a les éditions noir sur blanc en France, qui sont liées à la librairie polonaise du boulevard Saint-Germain à Paris, qui est une institution de la diaspora polonaise, qui publie énormément de traductions, notamment les traductions de Tokarczuk, de Mariusz Wilk, enfin de tous les grands écrivains polonais contemporains. Après, les maisons d'édition indépendantes, alors qui se réunissent de plus en plus en consortium, en conglomérat, qui cherchent à publier ces textes, donc comme le Tripode, comme c'est parallèle, Intervalle, pardon,
comme Intervalle, comme d'autres, etc., sont des maisons qui connaissent toutes les difficultés de l'édition indépendante en France, et Passage du Nord-Ouest, par exemple, a fait faillite autour de 2010, parce qu'à force de publier des auteurs slovènes, c'était trop compliqué. Le fonds a été racheté, donc on a toujours les livres. C'est beaucoup plus compliqué, et nous sommes beaucoup moins proactifs de ce côté-ci de l'ex-rideau de fer, pour le coup. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer Guillaume. Oui, bonjour à tous. Guillaume Lacomman, je suis géographe, et merci Dimitri de ton exposé, au cours duquel j'ai appris beaucoup de choses sur la littérature d'Europe centrale. Si tu le permets, je voudrais revenir sur le début de ton exposé et sur la présentation géographique de ton objet d'étude, et aller dans ton sens pour dire ici qu'il y a une réelle difficulté à définir ce qu'est l'Europe centrale, et qu'il ne faut pas hésiter à se défaire de l'obsession des géographes, qui est celle de tracer absolument des limites. Par contre, il y a des traits communs culturels en particulier, mais aussi politiques et hérités de l'histoire. Tu as parlé des frontières mouvantes, et il y a un historien polonais qui s'appelle Krzysztof Pomian qui lui évoque les États à éclipse, mais ça rejoint tout à fait l'image des frontières mouvantes qu'ont pu analyser d'autres géographes. Néanmoins, il y a, si on peut pas tracer des limites fixes de l'Europe centrale, on peut évoquer des lignes de partage héritées de l'histoire qui finissent par isoler ou individualiser une partie de l'Europe qu'on va appeler ici Europe centrale. Et pour cela, je voudrais repartir de ce que tu as lu dans le roman de Stroker quand tu évoques Bistritz. Et Bistritz, c'est en fait le nom germanique de Bistrista, donc cette petite ville de Transylvanie, et qui renvoie à l'histoire, une grande partie de l'histoire de l'Europe centrale, qui est le vaste mouvement de colonisation germanique médiévale, et qui donne une forme de cohérence à cet ensemble territorial. Je vais pas être trop long, et la deuxième remarque que je voudrais faire, si tu le veux bien, c'est quand tu as évoqué Kundera et les définitions de Kundera sur l'Europe centrale, qui t'ont amené à parler du sentiment ou de l'idée ou de la notion d'arriération des pays d'Europe centrale. Et moi, si tu me le permets, je voudrais évoquer un autre propos de Kundera qui a été écrit ou prononcé dans l'un de ses textes après la chute du mur en 1990, où il évoque pour désigner l'Europe centrale l'Occident kidnappé. Et l'Occident kidnappé permettrait d'avoir une autre lecture que celle de l'arriération, qui est effectivement implicite ou explicite dans les romans dont tu nous as, dans les textes que tu nous as lus ou dont tu as parlé. Mais l'Occident kidnappé nous renvoie nécessairement à l'idée que cette partie de l'Europe a été concernée par les révolutions culturelles de l'Europe tout entière, de l'Occident, au premier rang desquelles la révolution monastique, la révolution universitaire, enfin la création de l'université, et la révolution de l'imprimerie, la création des ateliers d'imprimerie. Et j'ai presque terminé, et si on regarde, si on fait une cartographie comme l'ont fait des historiens et des géographes comme Michel Fouché de ces trois révolutions culturelles, c'est pas l'idée d'arriération qui apparaît sur la carte, mais c'est plutôt l'idée et la matérialisation concrète de la diffusion plus ou moins dense de ces trois révolutions culturelles, avec des noyaux, des centres axés sur la Saône, la Seine et le Rhin, et des révolutions qui se diffusent le long des grands axes d'urbanisation liés justement à la colonisation germanique médiévale que j'évoquais tout à l'heure.
Et si tu me le permets, je termine sur les 3 mots que tu as prononcés, Mitteleuropa, Europe de l'Est et PECO, pays d'Europe centrale et orientale, et tu as tout à fait raison de dire qu'ils n'ont plus de sens aujourd'hui dans la mesure où ils sont liés à des contextes historiques, celui de l'influence de Vienne et de Berlin au XIXe siècle, celui de la guerre froide entre 45 et 90, celui de la transition économique et sociale qui sort ces pays du communisme vers l'économie de marché et qui est aujourd'hui terminée, et que on n'a pas à renoncer à utiliser simplement le mot d'Europe centrale pour désigner un ensemble territorial qui n'a pas de limite fixe, mais des héritages historiques qui sont fondés sur des lignes de partage. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Merci de ton attention. Merci beaucoup, Guillaume. Bon, sur le dernier point, rien à dire. Je serais très heureux d'avoir la caution d'un géographe dans la salle. Sur le premier, je te rejoins totalement puisque j'avais mis cette diapositive qui est une autre citation encore de notre merveilleux collègue Xavier Galmiche, qui parle justement de ce phénomène de déclinaison et de variation du même qui unifie la diversité de cet espace au-delà des différences linguistiques et territoriales, et qui est un étrange flux et reflux, une sorte de marée en fait, entre assimilation et différenciation absolument permanente. Moi, ma spécialité, c'est l'époque baroque et classique, comme l'a rappelé Mercé Pujol tout à l'heure, donc les XVIIe et XVIIIe siècles. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a écrit le roumain en caractère cyrillique, par exemple, parce que l'imprimerie, tu parlais de cela, l'imprimerie, elle se fait dans les monastères sont orthodoxes, et donc on n'a pas de type romain, tout simplement. J'avais présenté, quand on avait fait la journée sur l'Ukraine l'an dernier, quand l'actualité était toute neuve et brûlante, j'avais présenté une petite micro-étude en point de vue de la micro-histoire culturelle du mélange des caractères cyrilliques et romains dans une imprimerie ukrainienne au XVIIIe siècle, parce que le oméga devient un W, on utilise oméga dans l'alphabet cyrillique au XVIIIe siècle, parce que un certain nombre de lettres s'interchangent comme ça. Donc effectivement, c'est ce jeu constant des superpositions, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les individuations en Europe centrale se font plutôt par des combinaisons différentes d'influences. L'éclatement de la Tchécoslovaquie, au moins sur le plan culturel, est en partie lié au fait que dans l'ensemble austro-hongrois, les Slovaques sont des Hongrois, même si ce sont des Slaves et que les Hongrois sont des Magyars, alors que les Tchèques sont du côté autrichien, en fait, entre Cislétanie et Translétanie. Donc c'est cet État qui a été reconstitué, la Tchécoslovaquie, au nom de la slavité, abritait en fait deux traditions politiques et culturelles qui avaient complètement divergé malgré la quasi-totale intercompréhension de leur langue. Le critère, comme dit Urgenik, la langue comme âme de la nation, non, ça ne suffit pas, en fait. En particulier dans un contexte impérial comme celui des Habsbourg, qui n'est pas un empire assimilationniste, mais au contraire un empire plus à la romaine, davantage adaptable, notamment à la question linguistique. Et la troisième chose, alors oui, sur la question de l'arriération, évidemment que et tout mon travail comme chercheur, y compris d'ailleurs sur cette encyclopédie polonaise dont je me moquais un peu, mais avec beaucoup de tendresse, au début de la conférence, mon travail consiste à dire que ça n'est pas une arriération, enfin voilà, une des choses que je fais, alors très lentement et péniblement, c'est de la micro-lecture d'un très gros document, cette encyclopédie polonaise, j'essaye d'y trouver les marqueurs stylistiques de l'esprit critique. J'essaye de voir en quoi, dans la langue dans laquelle elle est écrite, dans les attitudes qui se dégagent de l'éthos de l'auteur, sans être un encyclopédiste comme Diderot d'Alembert et leurs dizaines de collaborateurs, malgré tout, il n'est plus à l'époque d'Athanasius Kircher. Et bon, le père Chmielowski est un des personnages, par ailleurs, du grand roman d'Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe, le livre de Jakub, voilà. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi pour dire que cette arriération, elle est conjoncturelle, elle est liée à l'endroit où se font les révolutions, elle est liée en partie à une mauvaise qualité d'accès à l'Ouest, à toute une documentation, parce que manuscrits, langues bizarres, etc. En revanche, ce qui est incontestable,
c'est la cristallisation de cette impression à cause de la tendance coloniale de fond des discours occidentaux par la littérature et la culture européenne dans la démarche anthropologique du self-fashioning à assimiler à travers la topique néo-abdéritaine, à travers d'autres stratégies, cette idée de l'arriération. Puisqu'on fait de nous un outre monde, emparons-nous de cette image et faisons-en quelque chose. Et la radicalité caricaturale de Plodanovic est paradigmatique, je trouve, là. Mais effectivement, cette arriération, c'est d'une part un produit de l'histoire qui n'appelle pas de jugement axiologique, et d'autre part un thème littéraire qui est construit pour être mieux subverti. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un à distance qui aimerait poser une question? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a levé la main. Non? Et ici dans la salle? Il y a des messages. Bravo, merci. Ah, attends, on n'a pas... Il n'y avait pas de questions. Si. Non, mais il y avait des belles phrases. Bravo, merci Dimitri. Voilà, bravo, merci pour cette conférence très riche. Vous remarquerez quand même qu'il y a des mathématiciens qui sont venus avec des pierres, des petites boules, etc. Il y a des physiciens qui sont venus avec des humains, etc. Et il y a des littéraires qui sont venus avec des livres. Non, pas de questions? Oui, allez, Nathalie. C'est le 18e, Dimitri, on est d'accord? Totalement. J'ai juste une phrase du Lokis de Mérimée qui se passe en Lituanie et qui raconte une histoire de baron, de comte lituanien qui se transforme en ours parce qu'évidemment c'est un sauvage bien qu'éduqué à l'ouest, c'est un sauvage dans le tréfonds de son fond. Et voici, me dit le comte en allemand, un échantillon de couleur locale, une sorcière qui charme un serpent au pied d'un capace en présence d'un savant professeur et d'un ignorant gentilhomme lituanien. Cela ferait un joli sujet de tableau de genre pour votre compatriote Knaus. Voilà. D'autres observations? Non? Donc on te remercie, Dimitri. Merci beaucoup.